Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir Orlan, artiste plurielle, ambivalente, qui n'a eu cesse de bousculer les frontières de l'art. Elle utilise la sculpture, la photo, la performance, la vidéo, les jeux vidéo et les techniques scientifiques et médicales comme la chirurgie et la biotechnologie. Elle s'oppose au déterminisme naturel et à toute forme de domination, comme la suprématie masculine, la religion, le racisme. Toujours mêlée à l'humour et parfois de grotesque, son œuvre peut choquer et bousculer les codes. Elle a également occupé plusieurs postes de professeur dans diverses écoles des beaux-arts, en France et aux États-Unis. Elle détient le prix de l'e-réputation et le prix de l'excellence féminine en 2017. Aujourd'hui, elle va présenter sa conférence intitulée « Ceci est mon corps, ceci est mon logiciel », en parlant de son parcours, de ses œuvres et de ses divers engagements en tant qu'artiste dans le paysage artistique international depuis les années 70. Merci encore à Orlan d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Je voudrais tout de suite, en fait, vous parler des images que vous êtes en train de voir, de cette vidéo. Pour moi, elle est vraiment très importante parce que c'est un manifeste. C'est un manifeste à plusieurs développements différents. En fait, c'est une vidéo 3D, c'est un autoportrait, mais en même temps, il n'y a aucune image de moi, il n'y a absolument aucune photo. C'est entièrement fabriqué par la machine qui a répondu à ce que j'ai voulu faire. J'ai voulu que ce soit une écorchée, cet autoportrait, parce que la plupart des artistes sont des écorchés, à tel point que certains, comme moi, on a dû s'écorcher soi-même pour faire œuvre. L'écorché est très important à mes yeux à notre époque parce que quand il y a un écorché ou une écorchée, on ne peut pas voir s'il est blanc, rouge, jaune ou blanc. Et donc, le racisme ne peut pas s'inscrire. Et comme le racisme est en train de monter de plus en plus de partout, c'était très important pour moi que ça se manifeste, mon autoportrait, de cette manière-là. D'autre part, j'ai voulu montrer un autoportrait, mais en faisant un corps qui est lourd, qui est fort, qui n'a rien à voir avec les modèles qu'on nous propose sur les podiums de la mode. Pour moi, ça me paraissait vraiment très important de montrer un autre corps. J'ai utilisé des images anatomiques où je me suis inspiré de ces images, tout en les ramenant à notre époque, avec les prothèses vertes, qui sont des prothèses que j'ai utilisées dans toutes mes performances. Tout à coup, ça ramène vraiment à une image cyborg, une image de notre temps. Donc ça aussi, ça me paraissait très important, parce que toute ma vie, j'ai essayé de casser les murs de glace qui sont entre les gens, entre le passé et le présent, entre le réel et le virtuel, entre les couleurs de peau, comme je disais tout à l'heure, entre les gens qui croient et qui ne croient pas, et aussi entre les sexes, les générations, ce qui me paraît vraiment très très important, et aussi entre les pratiques artistiques. Vous le verrez presque dans toute mon œuvre. Au final, je lui fais prendre au ralenti la position de la liberté, parce qu'effectivement, nous avons absolument tous besoin de liberté, mais quand on est des libertés, mais quand on est artiste et qu'on veut travailler sur la représentation du corps, eh bien, ça devient de plus en plus difficile. Vous savez que le moindre sein est flouté sur Facebook, que dès qu'il y a un corps nu, les blocs se font fermer. Donc, ça me paraissait vraiment très, très important de parler de cette liberté-là et de faire quelque chose qui soit aussi, donc, contre la censure, qui
vient de plus en plus de partout. Donc, on est dans un monde qui se referme, et c'est vrai que pour moi, c'est extrêmement difficile, parce que toute ma vie, j'ai essayé de militer aussi bien dans ma vie privée que dans ma vie publique pour un monde meilleur, plus ouvert, plus solidaire, et surtout qui ne arrête de censurer le corps. Mais souvent, effectivement, ces censures viennent de la religion, ou des religions plutôt. Donc voilà ce que je voulais vous dire en entrée de jeu. Alors maintenant, on va aller sur le PowerPoint. Alors, je voudrais me présenter. Je suis Orlan, entre autres, et dans la mesure du possible. Et mon nom s'écrit chaque lettre en majuscule, parce que je ne veux pas qu'on me fasse rentrer dans les rangs, je ne veux pas qu'on me fasse rentrer dans la ligne. Et vous savez que ça aussi, c'est extrêmement difficile. Sur Wikipédia, par exemple, ils écrivent « Orlan s'écrit en majuscule » et ils l'écrivent en minuscule. Hein, c'est automatique, c'est la machine. Donc, ce que je voudrais vous dire, c'est aussi, à travers ça, qu'en fait, quand on veut dire quelque chose dans sa vie, quand on veut porter un message, quand on veut essayer de s'attaquer, comme je l'ai fait, aux stéréotypes, aux choses qui nous paraissent absolument inconvenantes ou incorrectes, c'est un boulot du matin jusqu'au soir, et toute sa vie. Parce que sans arrêt, effectivement, on essaye de nous faire rentrer dans les rangs, dans la ligne. Et vous savez que même dans mes catalogues, parfois, je n'arrive pas à faire écrire Orlan en majuscule. Alors que mon nom est un pseudonyme. Là aussi, par exemple, Wikipédia écrit mon nom parental, je trouve que c'est vraiment ignoble. C'est digne, effectivement, de la CIA, d'un détective, d'un commissaire de police. Mais dans la mesure où une artiste qui s'est réinventée, ou qui a essayé en tout cas de se réinventer, dit « je m'appelle Orlan », il n'y a vraiment aucune raison de dire « ah bah elle s'appelle aussi comme ça, gna 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 ». C'est d'un ridicule absolument incroyable. Mais en fait, ça fait diagnostic sur notre société. Effectivement, dès qu'il y a singularité, il y a difficulté à s'inscrire dans la société, dans la communauté dans laquelle on est, dans sa caste sociale, etc. Donc, ce que vous voyez ici, c'est effectivement un portrait de moi avec des bosses. Effectivement, si on me décrit sans me voir, on peut vraiment penser que je suis un monstre horrible, imbaisable. Si on me voit, ça peut éventuellement changer. Pas tous les coups, mais ça change parfois. Donc, c'est vraiment très important de vous montrer cette image et cette petite différence que j'ai essayé d'inscrire dans l'image, qui est finalement très peu de choses, mais qui a fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de récits et beaucoup de fake news, énormément. Alors, je n'ai pas encore utilisé cet appareil, mais je vais m'en sortir. Non, je reviens en arrière. Là, je vous montre une image où j'ai mélangé le vrai et le faux. En fait, j'ai travaillé avec un styliste, ou plutôt le styliste a travaillé avec moi, qui s'appelait Walter van Berendonck et qui avait la marque WLT. Et en fait, c'est lui qui, le premier, a fait des hommages à mon œuvre, alors que vraiment dans le milieu de l'art, j'étais montré du doigt, en effectivement faisant un défilé de mannequins, de ces mannequins, avec les mêmes bosses que moi. Et en fait, dans le milieu de la mode où tout doit être glamour, joli, beau et donner le ton, bien sûr, des modèles qu'on va nous imposer, c'était très difficile de le faire dans la mode. Mais il a réussi. Et alors, un jour, il fait une exposition dans un musée à Rotterdam et il m'invite pour que je parle de mon travail et que je fasse une performance. Donc, ce que j'ai fait, c'est de me faire un grand nez en effet de cinéma
qui, en fait, représentait un nez que vous allez voir bientôt dans mon œuvre, qui est le nez du roi Pacal, qui est un nez, on ne sait d'ailleurs pas s'il est faux ou s'il est vrai, parce qu'il part vraiment du milieu du front. Donc, moi, je suis arrivé au vernissage avec mes vraies bosses et mon faux nez. Et les gens pouvaient se faire mettre mes bosses. Donc, ils avaient des fausses bosses et leur vrai nez, dans la plupart des cas. Voilà. Alors que moi, c'était le contraire. C'était mes vraies bosses et mon faux nez. Donc voilà, j'aime bien retourner les situations, dérégler les enjeux, les tenants et les aboutissants. Alors, à la suivante. Voilà, tentative de sortir du cadre. C'est vraiment ce que j'ai essayé de faire toute ma vie. Pour moi, c'est une œuvre très importante qui fait partie d'une série qui s'appelle Corps Sculpture. Et ce cadre, bien sûr, représente tous les formatages que nous avons, tous les endroits où on veut absolument qu'on soit enfermé. Et donc, ce qui est important, c'est se rendre compte qu'il y a un cadre. Parce que si on a conscience de cela, il n'y a pas de problème. On peut jouer avec, on peut le casser, on peut le traverser, on peut en faire autre chose, on peut se faire un autre cadre, etc. Mais la plupart des cadres ne sont pas du tout conscients. Donc tout le monde a l'impression de parler en son nom, de dire j'aime, j'aime pas, alors que on est absolument le résultat de ce qu'on a vécu précédemment, de son environnement, de la manière dont on a formaté nos têtes. Donc, pour moi, c'est une image extrêmement importante. Il y en a beaucoup aussi d'images c'est toute une série. Et il y en a où je passe le cadre avec masque ou sans masque. Parce que je pense qu'effectivement, parfois, pour réussir à sortir du cadre, il vaut mieux être le visage masqué ou parfois à découvert, en tout cas en prendre le risque. Mais la plupart de mes body sculptures sont sans le visage. Parce qu'effectivement, s'il n'y a pas l'identité, immédiatement, on peut vraiment plus... je voulais vous montrer autre chose. Bon, on peut beaucoup plus penser au corps et donc voir le corps comme une sculpture. Donc, ce n'est pas cette photo qui enchaîne bien, mais là, c'est une performance que j'ai faite à Londres et à l'ICA. Et en fait, vous savez, les nouvelles technologies nous promettent qu'on va se débarrasser du corps. Mais en fait, on n'en est pas encore débarrassé. Et pour le moment, j'ai dû utiliser un magicien qui, avec un vieux truc de 1800 et quelques, a fait disparaître mon corps, et vraiment, on ne pouvait pas soupçonner qu'il y avait un corps. Et moi, j'avais ma tête sur la table, et je lisais tous les textes qui m'ont servi dans mes opérations chirurgicales, alors qu'il y avait sans arrêt des questions comme les questions du public. Et moi, je ne répondais que par les textes que j'ai lus dans le bloc opératoire. Donc voilà ce que je voulais vous montrer, qui enchaînait bien. Et c'est un titre que j'aime beaucoup, qui s'appelle « Orlan accouche d'elle-même », A-I-M-E. Et effectivement, cette œuvre, qui est de 64, je dis que c'est l'année de ma naissance. Vous voyez, ne regardez pas Wikipédia, ils disent n'importe quoi. C'est l'accouchement de moi-même. Donc l'accouchement de moi-même, c'est forcément ma naissance. Donc je suis né en 1964, rappelez-vous. Et cette œuvre est importante parce qu'effectivement, là aussi, c'est comme un manifeste. Moi, j'aime pas du tout les œuvres esthétisantes, gentilles, désinvoltes, les décorations pour appartements. Vous savez,
nous avons déjà les napperons, les rideaux et les meubles pour les appartements. Donc, il me semble qu'on a plus besoin d'interrogations, de contenu, de messages importants pour sa propre vie que juste un petit truc pour faire joli. Donc, c'est un manifeste parce que c'est quelque chose qui est entre l'altérité et l'identité. Et en même temps, c'est un dédoublement de moi-même. Mais en fait, j'accouche de quoi? J'accouche de quelque chose qui ressemble plus à un objet, à une œuvre, et on y reviendra. Vous verrez qu'à la fin de ma conférence, on va parler de l'orlanoïde. Et effectivement, c'est de quelque chose qui a plutôt à voir avec un objet qu'on se met devant les yeux et qui est autre qu'un corps, qui est une représentation du corps. Donc, j'ai fait beaucoup d'œuvres qui sont justement sur, non pas avec le corps, mais sur la représentation du corps. Alors, celle-ci a un titre très marrant. Ça fait un clin d'œil à la femme avec tête. Ces femmes sans tête, mais avec cul. Donc, celle-ci, je l'aime beaucoup. Toutes les photos que j'ai faites à cette époque-là, effectivement, il n'y avait, par rapport à la nudité, il n'y avait aucune restriction. Et ce qui était important pour moi, c'était de prendre des poses qui ne sont pas les poses habituelles. Vous savez, les filles, les poses qu'on nous demande de prendre. Etc. Les petits déhanchements, les trucs, tous les trucs, là. Vous les connaissez par cœur. Et donc, moi, j'ai fait des tas de photographies, mais avec des positions toujours étonnantes, rebelles, autres. Ça me paraissait très, très important que, à la fois dans ma vie privée, que dans ma vie publique, que dans mes œuvres, ce que je fasse soit important et décidé. Pour moi, tout ce qu'on fait, que ce soit privé ou public, est politique. Et effectivement, le corps est très politique. Donc, toutes les œuvres disent quelque chose qui est autre uniquement qu'une nudité comme ça pour exciter homme ou femme, pourvu qu'il soit excité. Donc là, par exemple, c'est aussi un corps sculpture avec un masque, qui est un masque grotesque, et qui, c'est Orlan qui se rit du monde. Voilà le titre de celle-ci. Alors cette œuvre aussi est un manifeste, striptease occasionnel à l'aide des draps du trousseau. J'ai beaucoup travaillé avec les draps de mon trousseau. Alors, vous n'êtes pas de cette époque, mais vous en avez peut-être entendu parler. Les mères remettaient aux filles des draps et il fallait passer son temps à les broder, à mettre ses initiales pour que dans le lit nuptial, il y ait ces draps. C'était la dot. Enfin, ça faisait partie de la dot. Et donc, ma mère, bien sûr, m'a donné des draps qui étaient très épais, de très bonne qualité, des draps qui peuvent durer plusieurs générations. Et dès que je voulais sortir, dès que je voulais faire quelque chose, même si je lisais, elle me disait « Mais vas-y, mets-toi à jour, c'est très long à faire, il faut que tu brodes, il faut que tu tires les fils, il faut que tu fasses ton trousseau. » Alors moi, bien sûr, ça c'était un très gros problème. Je crois qu'il y a des images que je ne vous ai pas mis, mais par exemple, j'ai porté les draps du trousseau chez mes amants en leur demandant de mettre leur sperme à tel endroit, pour que ça fasse joli, là. Voilà. Et ensuite, pour que ce soit du grand art, avec un lavis, je passais du lavis sur les taches de sperme. Et bien sûr, faites-en l'expérience, le lavis ne prend pas sur les taches de sperme. Donc ça prend autour, à côté. C'est très, très joli. Vous devriez regarder cette œuvre sur mon site. Et donc là, j'ai utilisé les draps autrement. Je les ai tendus aussi sur des châssis pour faire de la peinture. Mais en tout cas, dans ce que je viens de vous raconter, j'ai vraiment obéi à ma mère. Hein. J'ai brodé. Hein. Mais je brodais devant un public, en regardant le public, ou alors avec les yeux bandés,
Et j'avais une aiguille très très grande et un fil noir très épais. Et donc, je faisais un truc absolument insupportable qui n'avait rien à voir avec une broderie. Ça faisait semblant d'en être une. Comme quoi, parfois, les emmerdes qu'on a eues agissent comme empreintes, si on sait se sortir de la crise et en faire quelque chose d'intéressant, d'inventif, de créatif, ou en y réfléchissant intellectuellement. Donc là, vous allez voir cette première image. On m'a dit que j'avais un laser, oui. Cette première image, vous allez la retrouver dans Le baiser de l'artiste. J'ai beaucoup utilisé mes œuvres comme des éléments, des décors, à qui on peut faire jouer un autre rôle. Un vocabulaire, on pourrait dire, des mots, qu'on emploie dans d'autres syntaxes. Et alors là, il y a un striptease, et vous voyez, il y a une petite flèche. Et alors, je me déshabille jusqu'à citer l'histoire de l'art et les modèles qu'on nous propose. La Vénus de Botticelli. Et ici, il y a un tas de draps qui ressemblent à une chrysalide dont on ne sait pas quel corps va naître. Donc c'est pour ça que je vous dis que cette œuvre, pour moi, est vraiment prémonitoire. Elle est vraiment très, très importante dans toutes mes œuvres. Alors, j'ai fait ce striptease et j'ai nommé beaucoup de mes œuvres striptease. Parce qu'en fait, je pense que pour une femme, le striptease est impossible. Parce que dès qu'il y a nudité, on vous rhabille, on vous revêt de fantasmes, de comparaisons, d'idées saugrenues, de rigolades, de je ne sais pas quoi. Et ça, on ne peut jamais s'en dévêtir. C'est impossible. Donc le striptease est impossible. Et donc vous verrez que j'ai fait des striptease, des cellules jusqu'à l'os, par exemple. Sein unique, monstration phallique. Je ne vais pas vous raconter parce qu'on serait là à minuit. En tout cas, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est dans la plupart des peintures, on voyait effectivement des saints, mais on les voyait vaguement, mais surtout en fait dans les églises ou dans les musées. Parce que sous le couvert de l'allaitement, quand la tête cachait l'aérole, qui est la partie dite érotique, on pouvait montrer le sein. On avait cette autorisation. Donc en fait, si on voulait voir un sein, il suffisait d'aller dans une église ou dans un musée et on en voyait. Sinon, on n'en voyait pas. C'était aussi interdit, comme ça le revient. Donc, je ne vais pas vous faire tout le truc sur la monstration unique et la monstration phallique. Ça sera un peu trop long. Mais voilà. Alors, le baiser de l'artiste. Le baiser de l'artiste est avant tout une sculpture qui... ah, pardon, je n'ai pas fait ce que je voulais faire. En fait, c'est quelque chose qui mesurait à peu près 1,80 m. Là, c'était de dimension humaine, mais un peu plus grande, un peu agrandie. Donc, ça faisait 2 mètres. Et donc, ici, il y avait écrit Saint-Orlan. On pouvait mettre des cierges à Saint-Orlan pour 5 francs. Et là, il y avait les fleurs du mariage, les fleurs blanches du mariage. Et de l'autre côté, ici, il y avait écrit Orlan corps. Et donc, je passais derrière ce distributeur automatique de baisers. En fait, il faut que je vous dise, cette performance a commencé par un texte que j'ai écrit qui s'appelait « Face à une société de mères et de marchands ». Et la première phrase était « Au pied de la croix, 2 femmes, Marie et Marie-Madeleine ». 2 stéréotypes de femmes auxquels il est très difficile d'échapper quand on est femme. Donc, il y avait beaucoup d'autres choses qui parlaient du corps comme marchandise, etc. Et donc, là, il y avait un sein qui clignotait en rouge. On mettait 5 francs ici et on le voyait tomber dans l'œsophage
qui était en plastique transparent, et ça tombait dans le sexe-tiroir. Ici, il y avait des formules publicitaires que je changeais chaque jour ou presque, et vous aviez grand luxe, très pratique, ô combien féminin, double épaule. Donc voilà, donc moi j'ai toujours pris beaucoup de distance dans mes œuvres avec l'humour. Et en fait, la performance consistait surtout à gueuler comme un camelot. Qui n'a pas son baiser? Qui n'a pas son baiser? Un vrai baiser d'artiste, un vrai de vrai, un vrai. Et à un prix absolument à la portée de toutes les bourses, etc. Et donc c'était assez amusant, tonitruant, joyeux. Et donc effectivement, les gens venaient m'embrasser, on en a la preuve. Mais il faut se dire que c'était au Grand Palais. C'était marrant, le Grand Palais, la bouche, la langue, parce que bien sûr, ce n'était pas un mimi enfantin, c'était un French kiss. Et donc là, il y a une fille, mais il y a eu aussi des hommes. Et donc pendant le baiser, je mettais une musique, une toccata de Bach en si mineur. Et ensuite, quand je voulais que ça s'arrête, et c'était assez rapide, je déclenchais une sirène d'alarme électronique qui était vraiment comme le surmoi, quoi. Enfin un truc qui rendait impossible de rester. Mais j'ai été renvoyé immédiatement de l'école dans laquelle j'enseignais. Je faisais la formation d'élèves animateurs. C'était une école un peu comme l'ICAR, ISEA, etc. Et par un télégramme, ce qui était complètement illégal, qui disait « Ton attitude de ces derniers jours sont incompatibles avec ton rôle de formateur. Tous tes cours sont arrêtés. Nous aviserons pour ton compte. » C'était absolument illégal. Mais il n'a pas empêché que d'une minute à l'autre, je n'ai plus de paye, que je n'ai pas pu réintégrer, bien que justement ce que vous voyez là, ce sont mes étudiants qui ont été formidables, qui ont fait grève, qui ont inventé des chansons à la gloire du baiser de l'artiste et qui ont essayé de me faire réintégrer. Mais je n'ai pas été réintégré et je dois dire que ma vie a été absolument tragicomique à cette époque-là. Ça a été vraiment abominable. Et je me suis retrouvé à la rue, fâché avec les parents, parce que j'étais beaucoup passé à la télévision, etc. Bon, ça a été... La FIAC, l'Argus pour la FIAC ne classait plus à FIAC, mais à baiser de l'artiste. Ils n'ont jamais eu autant de presse que cette année-là. Mais il faut vous dire qu'après, il n'y a eu que des happy end. La pièce a été achetée par un FRAC, un fonds public d'art, et elle tourne dans le monde entier et elle a fait la une de énormément d'histoires de l'art. Là, étude documentaire, le drapé et le baroque, c'est quelque chose de très important. Le baroque m'a beaucoup appris. J'ai beaucoup donc fait des études en Italie. Et en fait, le baroque nous apprend quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire que la culture chrétienne nous apprend à choisir entre le bien ou le mal. Mais une fois qu'on a vu la Sainte Thérèse du Bernin, qui jouit de la flèche de l'ange dans une extase érotique et mystique, extatique, Lacan en a beaucoup parlé, et bien là, tout à coup, on se rend compte combien le « et » est moderne, combien il est important, et combien c'est intéressant de l'utiliser. Donc, presque dans toute mon œuvre, j'ai utilisé ce « et j'ai beaucoup fait d'œuvres à partir du baroque. Donc, par exemple, cette image-là,
Et pour moi, ce sont en fait des sculptures. C'était plus les draps du trousseau, où là, par exemple, il y en avait encore quelques-uns ici, mais le reste, c'était un tissu très spécial, comme très amidonné, qui était presque du carton, et qui effectivement prenait toutes les formes que je voulais, et je devenais sculpture. Donc j'en ai fait pas beaucoup, hein, j'en ai pas qu'une, là, bien sûr, je ne vous présente pas tout. J'en ai fait aussi en sky. Alors ça aussi, c'était intéressant parce que c'est du côté du faux et j'ai fait beaucoup de choses sur le faux. D'ailleurs, vous voyez que les nuages... Ah, je n'ai pas fait le bon truc. Que les nuages, sont en plastique bulle, qui rappelle bien sûr de l'endroit d'où je parle, l'art. Parce que ces trucs en plastique bulle, on emballe les œuvres avec. Hein, voilà. Et je vous le montrerai peut-être sur la prochaine. Ce qui était vraiment très important pour moi, c'est qu'effectivement mes œuvres ne soient pas construites au hasard, mais soient construites vraiment sur cette idée du « et ». Donc, dans les... Ici, vous le voyez peut-être mal, mais il y a des parpaings, des vrais matériaux de construction. Moi, ce qui m'intéresse dans les œuvres, c'est quand elles sont élaborées, qu'elles sont construites. Et il y avait ici des fausses briques en plastique peintes. J'étais en assomption sur les images de notre temps, sur la vidéo, mais en même temps, je montrais des drapés qui ressemblaient à du marbre alors que c'était du sky, du faux cuir. Je manipulais donc, comme vous avez vu, des croix, une croix blanche et une croix noire, dans toutes les positions, n'importe comment, parce que effectivement, pour moi, des croix, c'est simplement deux bouts de bois croisés avec éventuellement un enrobage de quelque chose ou autre. Je dois dire que vous l'aviez peut-être compris, que Dieu ne fait pas partie d'une hypothèse de travail ou d'une hypothèse de vie. Attendez. Alors, nous arrivons aux self-hybridations, mais des self-hybridations peut-être comme vous ne les avez pas vues, qui sont des self-hybridations... Attendez, excusez-moi. Voilà, plouf. Où j'ai fait hurler la naissance de Vénus avec moi contre les stéréotypes. Pour moi, c'était ça l'idée. Alors, ça, c'est les fameuses opérations chirurgicales. Les médias ont dit absolument n'importe quoi, que j'avais fait 114 opérations chirurgicales, enfin des choses mais aberrantes, que j'en avais fait toute ma vie, bon, etc. Bon. En fait, vous voyez, il n'y avait pas d'opération chirurgicale comme ça. D'abord, ce n'était pas des opérations chirurgicales pour moi-même, c'était pour mon œuvre, pour mon art. Ce qui était important pour moi, c'est qu'effectivement, je démontre, si besoin était, dans toute mon œuvre, que j'aimais mon corps, j'aimais mon visage, que j'en jouais, que je travaillais avec dans toute mon œuvre. Et donc, j'ai eu envie de remettre en jeu cette image pour pouvoir, dans mon œuvre, faire de nouvelles images. Me faire une nouvelle image pour faire des nouvelles images dans mon œuvre. Donc, c'était une idée de m'en prendre au masque de l'inné pour m'inventer, me réinventer, me resculpter, refabriquer un visage qui n'avait rien à voir avec ce que la nature m'avait donné. Là, en fait, on me voit dans le bloc opératoire en train de lire un livre qui est un livre d'une lacanienne, Eugénie Lemoine-Luciani, qui a beaucoup parlé de mon œuvre dans ce livre. Derrière, il y avait une œuvre à moi qui fait partie de quelque chose de beaucoup plus ample, qui est en fait le plan du film.
Alors, je ne vous raconterai pas tout, il faudrait peut-être que vous renseigniez. J'ai fait un film à l'envers à partir d'une phrase de Godard, etc. Bon. Ici, ce qui est important aussi, c'est qu'il y avait deux vasques. Une avec tout en naturel et de l'autre côté, tout en plastique. Et pendant l'opération chirurgicale, je mélangeais le vrai et le faux. En fait, l'idée, c'était de me faire un visage qui soit devenu de la représentation, de la figure. Ça me paraissait vraiment très, très important. Je continue. Alors, vous voyez, dans le bloc opératoire, je mangeais les raisins, les vrais. Bien sûr, ceux en plastique, je les laissais de côté. Et j'avais une robe de Paco Rabanne. Oui, ce que je dois vous dire, c'est que chaque opération avait son style et avait aussi, effectivement, un costume tout à fait différent, des dires, une performance tout à fait différente. Ça me paraissait vraiment très, très important parce que, effectivement, il y a aussi une pression non seulement sur les corps, mais sur le corps des œuvres d'art. En fait, comme vous l'avez compris, toute mon œuvre est une interrogation du statut du corps dans la société via toutes les pressions culturelles, traditionnelles, politiques et religieuses. Et donc, j'ai essayé de voir comment tout ça s'inscrivait dans les corps. Pendant l'opération, je lisais des textes. Et chaque opération a été construite sur un texte. Là aussi, ça me paraissait quelque chose de très important. Et je faisais vraiment tout ce qu'on peut faire dans le bloc opératoire qui soit absolument différent de ce qui se passe habituellement dans un bloc opératoire. Je ne pourrais d'ailleurs plus refaire ça. Ça serait fini. Alors, je ne sais pas, je voulais en fait vous lire le texte sur un autre truc. J'ai un texte à vous lire. En fait, j'ai fait ces œuvres et cette performance, parce que chaque performance était faite pour fabriquer une œuvre. Je l'ai faite, peut-être, je pourrais vous le dire sur un autre. Je pense que j'ai une autre image. Donc ça, c'est les dessins au sang faits avec mes doigts et mon sang dans le bloc opératoire. Ça, c'est des gaz médicaux avec du sang séché sur lequel j'ai fait du transfert de mon visage, des transferts photographiques de mon visage. Et oui, je vais peut-être vous le faire là-dessus. Cette opération est peut-être la plus importante. Elle s'est faite à New York. Et je crois que c'est la première chirurgienne qui a compris que je ne voulais pas rester cute. C'est celle qui m'a mis justement les bosses. Ce qui est important de se dire, c'est que cette opération qui était appelée omniprésence était transmise par satellite au centre Pompidou, était retransmise dans ma galerie Sandra Gehring à New York, retransmise à Banff dans le centre McLuhan, et non pas à Banff, à Toronto dans le centre McLuhan et à Banff. Donc, on pouvait absolument me voir en direct. Ce qu'il faut vous dire, c'est que ça vous paraît banal et ridicule parce que vous avez la webcam. Mais à cette époque-là, il n'y a pas si longtemps, on ne l'avait pas. Donc, il fallait louer un réseau satellite. C'était très difficile, c'était long et c'était cher. Et surtout, ça ne marchait pas à tous les coups. Là, ça a marché, j'ai eu du pot, hein, il faut se le dire. Alors voilà, ce qui est vraiment important aussi de se dire, c'est que le premier deal avec le chirurgien, c'est pas de souffrance, pas de douleur. Et à notre époque, c'est possible.
c'est possible, c'est comme chez le dentiste. Vous avez une piqûre, et puis vous faites... Et après, vous avez, vous le savez bien, des sensations bizarres, étranges, mais vous n'avez pas mal. Et bien sûr, si j'avais eu mal, je n'aurais pas pu faire de performance, je n'aurais pas pu lire de texte dans le bloc opératoire, je n'aurais pas pu faire des dessins avec mon sang, je n'aurais pas pu parler aux gens du monde entier avec, quand le geste opératoire le permettait, etc. Je n'aurais pas pu, parce que j'aurais été juste là à essayer de maîtriser et de contenir la douleur. Alors, je vous lis le manifeste de l'art charnel, et là, donc, on le voit bien, j'ai le corps ouvert et je suis en train de sourire, et avec ma chirurgienne, on est en train de regarder les vidéos, justement, qui sont diffusées à partir du centre Georges Pompidou. Alors, le manifeste, voilà ce que j'ai écrit avant de commencer tout cela. Je ne me suis pas réveillé un matin en me disant, tiens, si je me faisais opérer, comme ça serait chouette, puis ça amènerait les médias, donc on y va. Non, ça a été élaboré très longtemps à l'avance, et donc à partir de ce texte. Manifeste de l'art charnel. Définition. L'art charnel est un travail d'autoportrait au sens classique, mais avec des moyens technologiques qui sont ceux de son temps. Il oscille entre défiguration et refiguration. Il s'inscrit dans la chair parce que notre époque commence à en donner la possibilité. Le corps devient un ready-made modifié, car il n'est plus ce ready-made idéal qu'il suffit de signer. Distinction. Contrairement au body art dont il se distingue, l'art charnel ne désire pas la douleur, ne la recherche pas comme source de purification, ne la conçoit pas comme rédemption. L'art charnel ne s'intéresse pas au résultat plastique final, mais à l'opération chirurgicale performance et au corps modifié, devenu lieu de débat public. Athéisme. En clair, l'art charnel n'est pas l'héritier de la tradition chrétienne contre laquelle il lutte. Il pointe sa négation du corps plaisir et met à nu ses lieux d'effondrement face à la découverte scientifique. L'art charnel n'est pas davantage l'héritier d'une hagiographie traversée de décollations et autres martyrs. Il ajoute plutôt qu'il n'enlève et augmente les facultés au lieu de les réduire. L'art charnel ne se veut pas auto-mutilant. L'art charnel transforme le corps en langue et renverse le principe chrétien du verbe qui se fait chair. En chair, faites verbe. Seule ma voix ne sera pas changée, car je travaille sur la représentation. L'art charnel juge, anachronique et ridicule, le fameux « tu accoucheras dans la douleur ». Comme Artaud, il veut en finir avec le jugement de Dieu. Désormais, nous avons la péridurale et de multiples anesthésiants ainsi que des analgésiques. Vive la morphine, abat la douleur. Perception. Désormais, je peux voir mon propre corps ouvert sans en souffrir. Je peux me voir jusqu'au fond des entrailles, nouveau stade du miroir. Je peux voir le cœur de mon amant et son dessin splendide qui n'a rien à voir avec les mièvreries symboliques habituellement dessinées. Chérie, j'aime ta rate, j'aime ton foie, j'adore ton pancréas. Et la ligne de ton fémur m'excite. Liberté. L'art charnel affirme la liberté individuelle de l'artiste et en ce sens, il lutte contre les a priori, les dictats. C'est pourquoi il s'inscrit dans le tissu social, dans les médias, où il fait scandale parce qu'il bouscule les idées reçues. Mise au point, l'art charnel n'est pas contre la chirurgie esthétique, mais contre les standards de beauté qu'elle véhicule et qui s'inscrivent
particulièrement dans les chairs féminines, mais aussi masculines. L'art charnel est féministe, c'est nécessaire. L'art charnel s'intéresse à la chirurgie esthétique, mais aussi aux techniques de pointe de la médecine et de la biologie, qui mettent la question du statut du corps, qui mettent en question le statut du corps et posent des problèmes éthiques. Style, l'art charnel aime le baroque et la parodie, le grotesque et les styles laissés pour compte, car l'art charnel s'oppose aux pressions sociales qui s'exercent tant sur les corps humains que sur les corps des œuvres d'art. On s'en doutait, l'art charnel est anticonformiste et anti-formaliste. On continue. Donc vous voyez, je ris pendant l'opération. Là, c'est à la fin. Donc, ce qu'il faut vous dire, je crois que c'est dommage, je n'ai pas l'image que j'aurais aimé que vous montrez. Là, en fait, je suis devant les vitres de l'hôtel, le Millennium, qui me sponsorisait. Et quelqu'un aura peut-être reconnu une part de New York. Il y avait des vitres du sol au plafond. Et donc, j'ai pris ces poses à ce moment-là dans la chambre. Et de l'autre côté, mais vous n'avez pas la photo, vous la trouverez sur mon site, il y avait un autre endroit où je prenais des poses avec les deux tours, qui maintenant n'existent plus. Là, effectivement, il y a des chirurgiens qui n'ont pas voulu m'opérer parce que je montrais les images du corps avant, l'avant et l'après. Il faut au moins une quarantaine pour que les choses se remettent en place. Parce que, effectivement, le corps est un grand artiste. Dès qu'on le touche, que ce soit d'un coup de poing ou que ce soit en chirurgie esthétique, immédiatement, il enfle, il gonfle, il luit, il est bleu, puis rouge, puis jaune, puis vert. Enfin bon, il passe par toutes les couleurs. Donc ça, c'est les reliquaires que j'ai faits. Et je vais vous lire le texte. C'est un texte de Michel Serres, justement, sur lequel j'ai appuyé une de mes opérations chirurgicales. Et le texte dit « Le monstre courant ». Le monstre, c'est nous tous, c'est pas quelqu'un d'à part, c'est nous le monstre. Le monstre courant, tatoué, ambidextre, hermaphrodite et métis, que pourrait-il nous faire voir à présent sous sa peau? Oui, le sang et la chair. La science parle des organes, de fonctions, de cellules et de molécules pour avouer enfin qu'il y a beau temps que l'on ne parle plus de vie dans les laboratoires. Mais elle ne dit jamais la chair qui, tout justement, désigne le mélange en un lieu donné du corps, ici et maintenant, de muscles et de sang, de peau et de poils, d'os, de nerfs et de fonctions diverses, qui mêlent donc ce que le savoir pertinent analyse. Et alors, toute la série des reliquaires, ce sont des reliquaires qui sont traduits dans des langues différentes, et tout le temps, il y a le texte comme ça qui est gravé dans le verre. C'est des verres très épais, des verres anti-effraction, des verres que j'ai récupérés dans des banques. Et au milieu... ah non, c'est pas ce que je voulais vous montrer, pardon. Au milieu, ici, il y a quelques milligrammes de ma chair qui sont préservés dans du bois. Donc là encore, j'ai essayé de pousser un tabou. Vous savez qu'il est interdit de vendre notre corps, que notre corps ne nous appartient pas vraiment, et bien là, en fait, j'ai vendu des petites parcelles de mon corps dans ces reliquaires. On en voit d'autres, des tout petits, et c'est un texte que j'aime beaucoup qui dit « Ceci est mon logiciel, ceci est mon corps, ceci est mon logiciel ». Donc ça me paraît vraiment très, très important, vous dire combien je ne crois pas en l'âme, en l'esprit. En fait, pour moi, je suis un corps, tout entier un corps, rien qu'un corps, pas autre chose qu'un corps.
et c'est mon corps qui me donne des émotions, avec les 5 sens, entre autres, et c'est mon corps qui parle. J'ai comme un générateur de texte à l'intérieur. Et voilà, donc je tenais à insister là-dessus. Là, c'est un autre reliquaire avec de la lumière. Et voilà ce que j'ai fait, en fait, les œuvres post-opératoires. Je me suis fait donc une nouvelle image pour faire de nouvelles images, et donc les voilà, en tout cas quelques-unes. J'ai d'abord beaucoup travaillé au musée d'anthropologie de Mexico, que je vous conseille, qui est un musée absolument extraordinaire. Et je suis allé voir, mais je vous le dirai sur une autre œuvre, peut-être des experts, donc des Mayas, des Olmèques, des Aztèques, etc. Et j'ai mélangé à des photos de statuaires de ces époques mon visage. Donc là, on le voit. Alors, la convergence du regard, le fait de loucher était fabriqué la plupart du temps. On mettait entre les deux yeux des boules de terre ou un coquillage qui pendait du bonnet, et l'enfant donc regardait ça et apprenait à loucher. Alors pour eux, c'était beaucoup plus beau, puis ça rapprochait de Dieu, et c'était vraiment de leur Dieu. Et donc, c'était extrêmement bien et important. Donc, vous voyez, effectivement, c'est mon portrait avec des bosses qui est, avec Photoshop, mixé, hybridé à la statuaire. Et j'ai effectivement gardé la terre et la pierre pour faire des sortes d'êtres mutants qui sortent de la terre et de la pierre et du temps. Là, c'est quelque chose qui est très important pour moi, les déformations du crâne. Toutes les civilisations ont voulu fabriquer les corps. Bien sûr, non seulement les corps, mais aussi les têtes. Mais sans arrêt, on nous désigne ce qu'il faut faire avec notre corps, comment on peut le changer. Donc là, en fait, ce qui est vraiment formidable, et vous le verrez peut-être dans les images que j'ai faites avec les Africains, avec les masques africains, c'est une déformation qui était, moi, elle m'a beaucoup intéressée parce qu'elle était pour toutes les castes sociales, aussi bien chez les pauvres que chez les riches, et c'était aussi pour les hommes et pour les femmes. Vous pouvez en faire l'expérience si vous avez un bébé sous la main, vous mettez des bandelettes autour de la tête, vous ne serrez pas trop fort pour que ça lui fasse pas mal, et quand la fontanelle est soudée, eh bien le crâne a pris la position dans laquelle vous avez mis les bandelettes. Donc, vous avez un être, un humain ou une humaine qui n'est pas du côté de l'inné, qui a été transformé, modifié, organisé différemment. Et c'est une transformation, une déformation, une modification que l'on retrouve chez les Africains, chez les précolombiens, mais aussi chez les Égyptiens. Et les experts dans le musée m'ont dit « Mais qu'est-ce que vous venez chercher si loin des crânes déformés? Mais vous en avez chez vous ?» J'ai dit « Quoi, moi ?» Je me dis « Mais les Mérovingiens ont fait ça. » Regardez du côté de Albi, vous avez la fameuse Vierge à l'enfant de Rabastens, où le crâne de l'enfant est déformé et le crâne de la Vierge est déformé. Donc, vous voyez, on croit que c'est pour les autres, pour les sauvages, pour ceux, etc. Nous, on a fait les mêmes choses, quoi, absolument. Ce qui comptait, c'était de construire les corps, de fabriquer les corps, de les modifier. Donc, là, c'est avec les Africains. Moi, j'ai beaucoup voyagé en Afrique. Et j'ai adoré l'Afrique, c'était à une époque où on pouvait, même une femme seule, se promener sans avoir aucun problème. Je faisais du stop sur les camions de sel, j'habitais chez l'habitant, enfin, et je n'ai jamais eu d'ennui, mais vraiment. Et l'Afrique m'a beaucoup appris, beaucoup. Et j'ai adoré, bien sûr, tout ce qui était leurs masques. Mais j'ai travaillé, vous allez voir, avec des masques, mais aussi
avec des photos ethnographiques. Vous savez, les premières photos où on va photographier l'autre qui est vraiment autre. Et donc, à partir de ça, j'ai fait toute une série en noir et blanc. Ce sont des grandes photographies de 1,60 m par 1,14 m ou quelque chose comme ça, ou 1,50 m, je ne sais plus. Et là, par exemple, voilà une transformation du corps. Mais ce qui est problématique, c'est qu'effectivement, c'est pour les femmes que ça fait mal et que si on enlève le collier, la femme meurt. Donc, ça ne me plaisait pas beaucoup. Encore un exemple. Alors là, c'est l'exemple le plus magistral. C'est l'exemple aussi qui fait manifeste. Vous voyez cette femme, comme elle est heureuse d'être ce qu'elle est. Vous voyez combien elle est sûre de cette séduction. Et en fait, effectivement, parce que dans cette tribu, dans ce moment d'histoire, dans cette tribu géographiquement, les femmes qui faisaient bander les mecs, c'était celles qui avaient les plus grands labrets. Mais imaginez, que ce soit les hommes ou les femmes qui sont dans cette salle, vous vous faites mettre des grands labrets. Vous devenez immédiatement un monstre, imbaisable. Donc, c'est vraiment pour vous montrer que la beauté, ce n'est qu'une histoire d'idéologie dominante en un endroit, dans une histoire donnée. Et encore parfois au même endroit, à quelques mètres ou à quelques kilomètres, il suffit d'être d'une autre caste sociale ou de ne pas être formaté de la même manière pour effectivement devoir s'habiller tout à fait différemment. Donc il y a vraiment une pression sociale et communautaire absolument terrible quoi, sur les corps et sur, même en dehors des corps, notre présentation, la manière dont on va s'habiller. Là, les Amérindiens, donc effectivement, je pense que les Amérindiens seraient très très furieux de voir ces images parce que bien sûr, une femme n'avait pas du tout le droit d'être chef et comme un chef homme, et c'était vraiment interdit de porter le collier en griffe de l'ours. Alors j'ai fait ces œuvres à partir de l'œuvre d'un peintre qui s'appelle George Catlin, qui est un peintre du 19e américain, qui a mis en jeu toute sa fortune pour aller chez les Indiens avant qu'ils disparaissent et faire des portraits d'eux. Alors, vous avez vu que dans toutes ces œuvres que j'ai faites, toutes les fois, ce que j'ai essayé, c'est bien sûr de casser encore les barrières entre les pratiques artistiques. Au début, c'était donc, avec les précolombiens, la sculpture, où j'ai gardé la terre et la pierre, et la photo digitale. Et puis après, avec les Africains, c'était la photo ethnographique, argentique et la photo digitale. Et ici, nous avons la peinture. Alors, ça se voit mal là, mais vous pourrez regarder. En fait, j'ai accentué la touche et j'ai gardé la toile ici. Alors, le manteau d'Arlequin. Attendez, quelle heure est-il? Je ne suis pas trop en retard. Comment? Ah, ça fait 1 heure. Oui, bon. Ça va, vous supportez? Bon, là, je ne pensais plus du tout refaire des opérations chirurgicales, parce que je ne veux pas être au guide des corps, ce n'est pas mon problème. Mais en fait, je suis allé travailler à Perth, en Australie, dans une université de biologie et d'anatomie. Et en fait, j'ai travaillé avec le groupe Symbiotica, que peut-être vous connaissez, et qui sont des gens très fantastiques, qui sont dans les biotechnologies, justement. Et avec eux, ils ont construit un laboratoire dans cette université où ils m'ont invité en résidence, et j'ai voulu faire en fait une opération chirurgicale légère qui était juste
de prendre mes cellules pour pouvoir les cultiver. Donc là, on voit l'opération. Elle a fabriqué un autre triangle parce que je me suis beaucoup intéressé au manteau d'Arlequin parce qu'effectivement, c'est un patchwork qui est fait avec des matériaux de couleurs différentes et aussi, enfin, de matières différentes et de couleurs différentes. Donc ça me paraissait vraiment très important. Et ensuite, alors là, excusez-moi, la photo ne ressemble absolument pas à l'installation que j'ai faite, qui est importante. Et ici, nous avons des pétris avec justement la culture de mes cellules. Ici, nous avons cette espèce de visage de l'arlequin. C'est en fait quelque chose qui d'habitude dans les laboratoires ressemble à un réfrigérateur, un bioréacteur. Et en fait, ça permet de cultiver les cellules. Et moi, j'ai voulu qu'il soit transparent, c'est-à-dire que le liquide rouge, je ne l'ai pas peint en rouge, hein, c'est le liquide normal, ceux qui ont fait un peu de biologie, pour cultiver les cellules. C'est le liquide qui les nourrit. Puis après, il faut garder la même température, il faut de l'oxygène, enfin, etc. Il faut vraiment un laboratoire pour que ça puisse fonctionner. Et derrière, j'y suis pas, là, vous voyez ce qui est fixe. En fait, vous le verrez peut-être aussi si on a le temps de passer une de mes vidéos. Vous verrez que ce sont des vidéos, justement, de cellules, qui sont des cellules à la fois d'êtres humains, mais d'origine différente, mes propres cellules, et aussi des cellules animales. Alors, cette sculpture est une sculpture africaine où j'ai mélangé mon corps et le corps d'une africaine, qui a aussi, bien sûr, mes bosses. Ce qui était important, mais qu'on voit peut-être mal, ici on le voit mieux, ici c'est en fait des atomes de coltan. Je ne sais pas si vous connaissez le coltan ou tantal. En fait, c'est un minerai qui est non renouvelable, qui est très difficile à l'extraction et dont on a tous besoin dans nos ordinateurs et dans nos téléphones. Et si vous regardez sur Internet, vous verrez, c'est incroyable, il y a eu 5000 morts à cause de ce fameux minerai, parce qu'effectivement, les militaires qui font la guerre échangent le minerai en le volant, bien sûr, aux mineurs, à des marques comme Sony, etc., contre des armes. Qu'est-ce qu'il y a encore? Enfin, toutes les tribus se font la guerre aussi à cause de cela. Donc, c'est vraiment un très gros problème en Afrique. Et moi, j'ai voulu faire donc... oh, je m'en sors mal. J'ai voulu faire une hybridation de mon corps avec le corps d'une femme africaine et en même temps parler de la dangerosité du sol africain. Et ce qui était important aussi pour moi, c'est qu'elle était interactive, c'est-à-dire qu'il y avait des éléments ici qui permettaient, suivant le nombre de personnes dans la salle et à quel endroit, de changer complètement la programmation lumineuse. Donc voilà le visage aussi avec les bosses et la lumière aussi dans les cheveux ici, voilà. J'ai fait beaucoup de sculptures, ce qu'on sait moins, et ça, ce sont des sculptures de plis. J'ai fait en fait des sculptures en marbre, j'ai fait des sculptures en résine, comme celle-ci, j'ai fait des sculptures en 3D printing, que vous verrez tout à l'heure, et c'est pour moi très important à la fois de faire des sculptures, mais dans des matériaux très différents. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'en tant qu'artiste, je ne suis absolument pas attaché à une technique, à un matériau.
J'essaye d'avoir une idée, et la bonne, qui est vraiment en phase avec mon temps, qui interroge mon temps, et ensuite, j'essaye de trouver la meilleure matérialité qui va révéler l'essence de l'idée. Mais ce n'est pas la technique ou le matériau qui me mène par le bout du nez. C'est moi qui fabrique ce que je veux, parce que ça me paraît cohérent et juste dans tel matériau, dans telle technologie. Donc là, ce sont des robes de plis sans corps. En fait, les premières que j'ai faites étaient dans une abbaye. Et pour moi, ça me paraissait vraiment très important de les faire sans corps, parce que c'était une abbaye qui était attribuée aux femmes, à qui, bien sûr, bon gré ou mal gré, étaient enfermées pour leur vie dans cette abbaye et devaient faire le vœu du silence. Et bien sûr, pas de péché de gourmandise, pas de luxure. Enfin, elles perdaient leur corps. Elles perdaient complètement leur corps. Donc, j'ai voulu montrer ça tout en mettant du corps. Parce que là, par exemple, si on a l'esprit mal placé, on peut voir une vulve. Et ce qui était important pour moi, c'est que ces robes ont été faites, alors qu'on a l'impression qu'elles ont été faites avec un moule, elles ont été faites sans moule. Ça, c'était vraiment très, très important pour moi, mais parce que, en fait, chaque ligne est tout à fait différente d'une sculpture à l'autre, comme elles n'ont pas été faites dans un moule. Les lignes, la force des lignes, la direction des lignes sont absolument différentes. Et elles sont toutes, en fait, on pourrait dire, revêtues d'une autre matière. Là, c'est doré à la feuille d'or. Alors, j'ai très peu de choses là-dessus, sur les mesurages, alors que j'en ai fait toute ma vie. Et donc, l'idée était de mesurer avec mon corps, à la fois des musées, j'ai mesuré le Guggenheim, le Pompidou, enfin, j'ai beaucoup mesuré avec mon corps, voilà. Des rues aussi. Et il s'agissait en fait de m'allonger au sol, de tracer un trait à la craie derrière ma tête, et ensuite de remettre les pieds sur la ligne, de me mettre à quatre pattes, d'avancer, puis à nouveau de me retourner, etc. Et ensuite, je comptais combien de fois j'étais compté dans cet espace. Mais là, parfois, je l'ai fait de manière très différente. Par exemple, là, j'ai que celle-ci. Là, en fait, je me suis fait porter par les engins qui avaient absolument dévasté une place à Liège, sans aucun projet de reconstruction. Et c'était l'association qui essayait de sauver cette place qui m'avait invité pour essayer de mettre l'accent sur ce problème. On est venu m'arrêter très très vite, je n'ai pas les photos, c'est dommage, mais ça aurait été trop long. Et là, c'est au musée Andy Warhol, à Pittsburgh. Ce n'est pas la bonne photo, la deuxième. Donc là, en fait, je me suis renouvelé, parce que j'en ai fait beaucoup des mesurages, en utilisant des senseurs qui, effectivement, mesurent et à la fois le nombre de pas que je fais, dans quel sens, ce que nous avons maintenant couramment. Mais à cette époque, ça n'existait très peu. Voilà, et puis donc, vous voyez, j'ai mesuré une salve Warhol. Là, c'est une belle rencontre avec Warhol et sa revue Interview. Et voilà, à la fin, je fais toujours ce geste donc de la Statue de la Liberté que vous avez vu aussi au tout début avec l'écorché. Alors là, c'est effectivement encore un striptease qui sont à partir de mes scans. Il y a une vidéo en fait qui existe. Hein. Et ce sont des scans médicaux. Et là, c'est une installation avec plusieurs écrans les uns à côté des autres. Et bien sûr, tout ça est en vidéo, donc ça bouge. Vous ne voyez pas, mais en fait, c'est à partir de mon crâne. Il y a aussi mes propres cellules qui dansent sur mon crâne. Là, effectivement, j'ai fait aussi, je pourrais revenir en arrière pour que vous lisiez le texte, j'ai fait aussi à partir de ces scans médicaux mon crâne en 3D printing.
Ça s'est fait avec les Sysmo qui, justement, ont pu fabriquer un logiciel qui permet à la machine, à partir des images du scan, fabriquer mon crâne. Donc je suis une des premières artistes à avoir mon réel crâne dans les mains, alors que d'habitude ce sont des crânes génériques. Le voilà. Striptease des cellules jusqu'à l'os, c'est le titre d'une de mes expos. Donc voilà à nouveau le crâne et puis des crânes génériques qui sont à côté. Et c'est un orle encore de crâne, un orle encore de crâne. Alors là, c'est à nouveau des hybridations, des self-hybridations. Il faut que j'arrête. Ah oui, oui, oui. Je vais montrer une photo, mais effectivement, je mets la vidéo. Allez-y. C'est une démonstration en fait de ce qui se passe avec ces self-hybridations. J'ai fait ça parce que, en fait, à l'Opéra de Pékin, les femmes ne sont pas acceptées. Ce sont les hommes qui jouent le rôle des femmes. Et donc, moi, je voulais dérégler la règle de l'Opéra de Pékin. Et toutes les œuvres que vous voyez, quand vous rentriez dans la galerie, vous aviez l'impression d'une exposition tout à fait normale, une exposition avec des photos. Mais si vous connaissiez le secret de ces œuvres et que vous aviez dans votre poche un Android avec l'application Augmente, sans E, vous pouviez scanner les œuvres et pour chaque œuvre, il y avait un avatar de moi qui était fait à partir du scan de mon corps que j'ai fait ensuite articuler et qui peut faire toutes les acrobaties de l'Opéra de Pékin. Donc l'idée, c'était, comme sortir du cadre, c'était sortir de mon œuvre et sortir des règles de l'Opéra de Pékin, en faisant toutes les acrobaties et bien plus. Et mon personnage, là, est tout à fait différent, en fait, à des tatouages qui sont assortis à l'œuvre dont il sort. Donc il y a un personnage et des acrobaties spéciales pour chacune des œuvres. Et ce qui est intéressant, c'est pour que ça marche, il faut la Wi-Fi, une bonne connexion, mais vous pouvez ensuite, vous faites une photo avec vos amis ou avec vous-même et mon avatar, et vous pouvez, comme n'importe quelle photo, l'envoyer dans le monde entier photographier avec l'avatar. Donc là, je pense que... Attendez, on regarde 3 secondes de plus, puis on va peut-être... Ah oui, donc que j'enlevais mes masques les uns après les autres... tous les masques, ou je jonglais avec les masques, par exemple. Alors, ce qui est amusant, parce que vous pouvez en faire l'expérience chez vous, si vous regardez mon site orlan.eu et que vous mettez plein écran une de ces images, vous, bien sûr, téléchargez Augmente, sans E, vous scannez l'écran et vous me verrez en train de faire des pirouettes sur le clavier. Voilà, on le voit bien, tout le monde avait des iPads dans l'expo. Voilà. Les images ne sont pas très bonnes, mais bon. Voilà. Et à partir de ça, j'ai fait aussi des sculptures. On en a vu une petite, je crois, qui était exposée dans... Voilà. Bon, on va arrêter peut-être, parce que sinon... Donc en voilà une autre, avec aussi, il y aura un autre avatar. En fait, il faut quand même que je vous dise un mot. En fait, j'ai essayé de changer les mentalités. Les amateurs d'art, les collectionneurs, quand ils rentrent dans une galerie, ils ont dans la poche un Android. Ils descendent peut-être d'un avion ou d'une voiture dans laquelle il y a tous les gadgets et qui maintenant est pratiquement autonome. Et ils ont une caméra, bien sûr, ils ont tout ce qu'il faut. Tous les nouveaux gadgets, ils les ont. C'est-à-dire que c'est leur vie, c'est leur quotidien, c'est le normal. Mais quand ils rentrent dans une galerie, eh bien, ils veulent bien regarder et éventuellement acheter uniquement
des œuvres traditionnelles. S'il y a les nouvelles technologies, c'est vraiment l'horreur. Il y a très 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 peu de gens qui ont changé de mentalité et qui se sont ouverts à ça. Alors pour moi, c'était important parce que la photo commence à rentrer dans les mœurs. Et encore, c'est quand même la peinture qui prévaut pour les achats. Mais en tout cas, les nouvelles technologies, c'est vraiment comme si c'était le diable. Moi, je suis ni technophile ni technophobe. Ce que j'aime, c'est vraiment vivre mon temps. Vous savez, à mon époque, quand j'avais votre âge, je ne pouvais absolument pas imaginer qu'un jour, j'aurais un Android dans la poche. Même dans mes rêves les plus fous, je ne pouvais pas l'imaginer. C'était impossible. On n'avait pas du tout l'imaginaire pour ça. C'est formidable quand même d'avoir un Android dans la poche où on peut poser les questions que l'on veut, où on peut avoir un GPS, où on peut communiquer avec le monde entier très très vite. C'est fantastique. Et bien évidemment, si on ne veut pas répondre, on peut l'arrêter. Hein. C'est tout simple. Donc, il faut vraiment se dire qu'on est toujours trop vieux, qu'on a toujours besoin de rajeunir, même quand on a votre âge, de se rendre compte ce qu'est notre époque, pouvoir être en phase, même si on a bien sûr, moi je fais toujours tout ça avec une distance critique. J'essaye bien sûr de ne pas me laisser avoir, d'interroger tout ça, de dérégler tout ça. Mais en tout cas, je trouve que ce soit les avancées dans tous les domaines, et vous allez voir tout à l'heure que je me suis beaucoup intéressé aux avancées aussi médicales. Donc, ça me paraît vraiment important de vous dire ça. J'ai fait un jeu vidéo qui, hélas, n'est pas fini parce que ça coûte très, 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 très cher. J'en suis au 3e niveau, j'en aurais voulu 7. Et donc, j'ai fait un jeu vidéo. Ce qui me paraissait important de dire, c'est que tuer n'est pas jouer. Et donc, dans ce jeu vidéo, en fait, il s'agit de reconstruire des œuvres d'art qui ont été détruites. Vous voyez pourquoi. Et quand on les reconstitue, on se reconstitue soi-même, c'est-à-dire qu'on passe d'être une sculpture à s'humaniser de plus en plus. Et au final, quand on a vraiment reconstruit toutes les œuvres d'art, c'est tout le paysage dans lequel on avance qui est en ruine, qui tout à coup se reconstruit. Donc ça me paraissait vraiment extrêmement important de faire un jeu vidéo, même s'il en existe quelques-uns qui vont dans le bon sens, qui disent le contraire de la plupart des jeux vidéo. Là, c'est des performances et des œuvres que j'ai faites et qui s'appelaient Tangible Striptease en nanoséquence. Et en fait, j'ai cultivé non seulement donc mes cellules, mais j'ai cultivé mon microbiote. J'ai cultivé ma flore intestinale, j'ai cultivé ma flore buccale, ma flore vaginale, et j'ai fait une performance, elle est très longue à vous expliquer, donc j'essaye de la faire courte. Hein. En fait, tout le public avait des combinaisons d'isolation, comme on a dans les laboratoires. Et en fait, dans le public, passaient tous mes éléments de microbiote qui ont été cultivés. Alors, par exemple, il y avait ma main, et on voyait ma main dans les plaques. Enfin, des plaques, c'est pas des plaques, il y a du verre et du verre, oui, mais puis c'est étanche, quoi. Et donc, ça passait dans toute la salle. Et à la fin, ce qui passait, c'était un tube qui partait de moi, et c'était mon sang, dans lequel on mettait une coloration fluo, parce qu'on était en lumière bleue à ce moment-là, et dans la salle, donc tout le monde avait ce tuyau, et voyait, grâce à la lumière bleue et au fait que ce soit fluorescent, passer mon sang et arriver mon sang avec mes battements de cœur qu'on avait amplifiés. Donc voilà, des choses comme ça, par exemple. Donc voilà, là aussi, on voit, là c'est le moment justement de la prise de sang.
Alors, oui, alors c'est là que je pourrais vous montrer la vidéo. C'est une vidéo qui dure pas longtemps. 2 secondes. Elle était, vous voyez, projetée là, sur un très 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 grand écran. Voilà, ça c'est les images. Alors, oui, si vous pouvez montrer la vidéo avant ça, oui. Vous avez mis le son à fond? Le son est fort? Plus fort, le son. Ça fait. Vous entendez rien? Vous ne trouvez pas que c'est assez odieux comme ça, non? Oh, j'en ai vu des chimpanzés et des caniches, mais ça, c'est le plus gros numéro de dressage que j'ai jamais vu dans ma putain de vie. Vous êtes belge? Non, pas du tout. Quelle idée? Jackson est le plus grand chimpanzé de l'ère chrétienne. Jackson? Ça ne va pas, monsieur. Ça ira mieux quand ce sera fini. Oui, de ce ne regarde pas. Considère ce numéro l'œuvre de sa vie. Parfaitement dégueulasse. Vous êtes belge? Non, pas du tout. Quelle idée? Mais pourquoi il a teint en rose ces pauvres caniches? Et la vie en rose, un peu d'optimisme et vice-versa. C'est un numéro extra. On peut teindre un belge et un japonais et vice-versa. Oui, oui, on peut faire toujours mieux. Il n'y a pratiquement pas de limite. C'est pratiquement sans limite. Union mixte, noces barbares et mariage libre. Hybridons-nous? Et là, maintenant, c'est mes cellules qui vont danser avec d'autres sur le fameux pasodoble qu'a mis le chimpanzé. On ne devrait pas monter. Hein. C'est drôle avec la musique à fond la caisse, mais bon. Bon, on recommence le PowerPoint, c'est la fin, vous inquiétez pas. Donc là, l'orlanoïde. Donc, j'ai fait cette pièce, en fait, là c'est un des éléments pour fabriquer la pièce, pour l'exposition Artistes et robots au Grand Palais. Alors, je ne sais pas s'il y en a certains qui l'ont vu. Il y en a? Ah, bravo, vous êtes le seul.
C'était une exposition vraiment intéressante et qui parlait justement de l'intelligence artificielle. Et j'ai fait donc un robot qui me ressemble, que j'ai appelé l'Orlanoïde. Et ce robot, en fait, a un générateur de texte et un générateur de mouvements. Et il fait assez peu de mouvements, mais il fait des mouvements comme je fais en général quand je parle. Mais c'est absolument pas un automate. C'est un générateur, c'est-à-dire que c'est jamais exactement les mêmes mouvements. Le générateur de texte aussi est infini. Il ne s'écrit jamais le même texte. Et l'Orlanoïde les lit avec ma voix. Parce que j'ai enregistré 22 000 mots qu'on a mis dans des MP3 séparés. C'est du boulot. L'art, c'est du boulot, mais il faut bien que quelqu'un le fasse. Hein. C'est du sale boulot, mais il faut bien que quelqu'un le fasse. Et donc, il y avait des miroirs partout, donc ils se reflétaient de partout. On le voit assez mal ici. Et dans les grands écrans qui étaient là, en fait, j'avais des performances filmées. Alors, malheureusement, je ne voulais pas amener, mais j'ai plusieurs performances filmées. Alors, les performances filmées, il y en avait une qui était une sorte de théâtre du deep learning, où j'avais demandé. Ah oui, il faut que je vous dise ça. J'ai essayé de mélanger 3 intelligences. L'intelligence artificielle, l'intelligence collective et l'intelligence sociale, qui sont souvent, la plupart du temps, des stupidités. Et donc, mais ça me paraissait vraiment très, très, très important, parce qu'on parle que de l'intelligence artificielle. Pour l'intelligence collective, j'ai demandé à des quantités de gens et des personnalités importantes comme Cédric Villani, que je connais, et plein d'autres, de m'envoyer des questions que l'Orlanoïde pourrait poser à Orlan et que Orlan pourrait poser à l'Orlanoïde. Et j'ai quand même été très étonné parce que, à part quelques-uns, en fait, on traite l'Orlanoïde vraiment comme si c'était quelqu'un de vivant. Ou alors, c'est du style comme un enfant parle à son ours. Ou comme les très croyants, j'ai vu ça au Brésil, en Argentine et de partout, les gens qui, dans les églises, parlent aux saints et les engueulent parce qu'ils n'ont pas eu ce qu'ils avaient demandé, ou qu'il faudrait vraiment que la prochaine fois, ils fassent quand même, en fonction de toutes les prières, quelque chose pour la personne. Donc ça me paraît un peu bizarre. Donc moi j'ai fait, pour équilibrer, un théâtre du deep learning où effectivement Orlan, par l'intermédiaire des écrans, parle à l'Orlanoïde. L'Orlanoïde dit où suis-je? Alors Orlan dit tu es au Grand Palais. Ah, je suis au Grand Palais, répète-t-elle. Et oui, à Paris, capitale de la France. Et l'Orlanoïde répète à Paris, capitale de la France. Qui suis-je? Alors, ce qui était vraiment très important pour moi, c'était de lui dire tu es un objet, tu es monard et rien de plus. Et pour moi, c'était vraiment, vraiment très, très important de rétablir la vérité sur l'affaire, quoi. Et parce qu'effectivement, quand il y a mémoire, c'est juste les éléments qu'on a mis dedans qui ressortent plus ou moins bien, plus ou moins mal. La plupart du temps, ça ressemble à des cadavres exquis. Donc voilà, et aussi, je ne voulais pas parler que de nouvelles technologies dans Artistes et Robots. Je voulais parler de mon temps et me situer par rapport à mon temps. Et alors, j'ai fait une performance filmée qui est un clin d'œil au transhumanisme, où je dis, je fais une pétition contre la mort. Je dis vraiment, il y en a ras-le-bol, quoi. C'est trop, c'est trop. Ça fait des millénaires que ça dure, qu'on ne nous demande même pas notre avis. Des millénaires qu'on ne nous demande pas notre avis. Est-ce que vous avez envie de mourir? Est-ce que vous avez envie que vos enfants, que vos parents, que vos amis meurent?
si vous êtes comme moi, eh bien, signez ma pétition. Vous pouvez la signer d'ailleurs, elle est sur mon site. Si on signe tous ensemble, on a peut-être une chance. Donc il y avait cette chose-là. Il y en avait une autre, là, ce que vous voyez, baby, c'était nos bébinos, et j'engueulais les écolos. Je disais aux écolos, mais vraiment c'était incroyable. Pendant la COP21, vous n'avez jamais parlé du problème de la démographie, alors que c'est le problème. La terre est épuisée, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de rien. Pour donner à manger à tout le monde, il faut élever des vaches, des cochons, des poulets, et il faut leur donner à manger. Donc il faut cultiver très très vite, il faut mettre des insecticides, des antibiotiques. On n'en sort plus. Après leur déjection, on ne sait pas quoi en faire, ça s'infiltre de partout. C'est très mauvais pour nous. Et plus on fait d'enfants, plus il y a de pollution. Donc il faut arrêter, quoi. Avant, les femmes avaient un rôle important, c'était de peupler la terre. Mais là, elle est peuplée, surpeuplée, surpolluée. Donc il faut se calmer. Et donc je disais ça. Il y avait aussi une qui disait « j'ai faim, j'ai soif, j'ai faim, j'ai soif, j'ai faim, j'ai soif ». Je répétais ça souvent. Et ça pourrait être pire. Il pourrait y avoir la famine. Il pourrait y avoir la misère, il pourrait y avoir la guerre. Et dans cette performance filmée, je cite tout ce que je mange. Alors je mange du lapin, je mange de ceci, je mange de cela, je bois, je mange, et je reprends et ça pourrait être pire. Puis à la fin, il y a comme un coda, et je dis, et quand c'est bio, c'est bon, et c'est pas du poison. Alors je le répète 3 fois, et la 4e, je dis, c'est peut-être pas du poison. Voilà, en tout cas, commence à dialoguer. Et ah oui, je ne vous ai pas parlé de l'intelligence sociale qui est vraiment la pire. J'ai mis dans mon site le questionnaire de Proust, qui est quand même un questionnaire très simple, et j'ai demandé aux gens d'y répondre. Et ce que j'ai trouvé sur mon site était tellement ridicule, ignoble, abominable, que j'ai pratiquement pu rien mettre dans l'installation. Donc voilà, parfois on sacralise beaucoup, excusez-moi, je fais un peu de politique, comme on sacralise les référendums. Vous savez que Hitler a fait passer 7 référendums pour mettre en place tout ce qu'il a voulu. Suivant comment on pose la question, suivant qui va voter, eh bien, c'est les pires choses qui passent. Donc, enfin, la démocratie, c'est quand même la chose la moins pire. Mais il faut se méfier. Alors, l'origine du monde, ça se termine comme ça. Ne vous inquiétez plus. Donc, tout le monde la connaît. C'est quand même un tableau dégueulasse. C'est tout ce qu'on a fait de pire aux femmes, littéralement. On leur a coupé la tête, les bras et les jambes, pour qu'il ne reste plus que le sexe et l'organe qui permet d'avoir des gosses. C'est quand même incroyable. Alors moi, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe quand c'est un homme? Voilà, ne partez pas, mademoiselle, regardez, regardez. Et donc, j'ai fait une œuvre qui n'est pas de la peinture, qui est une photo, et qui est la même chose, mais avec un homme. Ce que j'ai voulu, c'est que ce ne soit pas un Mapplethorpe avec un truc comme ça. Que ce soit un truc normal à la portée de tout le monde, sans humiliation pour personne. Et j'ai mis le même cadre qu'à Orsay. C'est le cadre de l'origine du monde. Et donc, voilà. Alors, je peux vous raconter une toute petite anecdote, très vite, parce que c'est drôle. À Orsay, ils m'ont exposé cette œuvre, donc qui n'était pas très loin de l'origine du monde, pour l'exposition masculin-masculin. Et en fait, dans cette exposition, ils avaient le droit de montrer des bites, mais il ne fallait pas qu'elles bandent. Alors, le problème, c'est que l'origine de la guerre, ça bande. Un peu, mais ça bande. Alors, l'astuce du curateur, ça a été de la mettre très haute.
Alors, quand il y avait un censeur qui passait, un politique, il disait non, mais celle-ci, enlevez-moi ça, ça va pas. Ah non, non, c'est un effet de perspective. C'est un effet de perspective. Ils s'en sont bien sortis, je les remercie. Je vous remercie. Merci beaucoup pour votre On a présentation. encore un tout petit peu de temps. Est-ce que quelqu'un a des questions? Vraiment, merci beaucoup pour votre conférence. Je l'ai vraiment trouvé incroyable. Enfin, je ne connais pas du tout l'art et j'ai jamais. J'ai vraiment trouvé votre conférence incroyable. Il y a beaucoup de moments où vous avez commencé à dire quelque chose que j'ai trouvé surprenant. Et quand vous l'expliquiez, vous le justifiez, j'étais quasiment convaincu. J'ai quasiment, parce que j'ai pas eu le temps de beaucoup réfléchir, mais j'étais convaincu après. C'est formidable. J'espère que vous avez enregistré. Hein, vous devriez venir par là quand même, parce que ça aurait été mieux. Non, j'ai noté plusieurs phrases aussi que vous avez dit que j'ai trouvé vraiment très intéressantes. Et il y en a une que vous avez dit. Vous avez dit, on est toujours trop vieux, il faut toujours essayer de se rajeunir ou quelque chose. De rajeunir, oui. Ouais, de rajeunir. Et moi, du coup, vous avez rajeuni. Non, c'est pas ça. C'est pas ce que je veux dire, mais j'ai 21 ans, donc je suis assez jeune, on va dire. Ça, c'est clair. Pourtant, j'ai déjà eu l'impression d'être vieux pour la société actuelle, dans le sens où des choses qui venaient d'apparaître m'étaient pas encore familiers, où je sentais que j'étais déjà un peu vieux, quoi. Et la question que je vous pose, c'est comment est-ce que vous faites pour essayer de toujours rester en phase avec la société actuelle, ou essayer d'être jeune dans la société actuelle? Voilà. Ben, j'ai l'impression, moi, qu'on a tous le même âge. Moi, je vis les mêmes choses que vous. Je vis les jeux vidéo, je vis l'Android, je vis les voyages en avion, je vis les problèmes qu'il y a politiques, je vis dans ma rue les vitres cassées par les gilets jaunes, j'entends leurs revendications. On vit la même chose. Mais c'est vrai que moi, j'ai pris l'habitude parce que, on pourrait dire, quand j'étais petite, je voulais être une exploratrice. Ou alors une batteuse, parce que j'aimais bien faire de la musique avec tout le corps, quoi. Voilà, ça, c'était bien. Et en fait, j'ai toujours été une exploratrice, c'est-à-dire que je cherche sans arrêt, je suis en éveil sans arrêt, mais toujours avec quand même des idées un peu fixes par rapport à ce que je fais dans mon œuvre. Donc, sans arrêt, j'essaye d'attraper quelque chose de notre époque, que ce soit dans les biotechnologies, dans la génétique, dans ce qui se passe dans mon temps, quoi, dans tout azimut. Et j'ai un esprit en éveil, quoi, vraiment. Et j'essaie de me renouveler tout le temps. Je ne supporterais pas de faire une œuvre qui serait comme celle que j'ai faite la veille. Hein, donc voilà, et puis j'ai l'agnac. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que l'agnac. Moi, à notre époque, on disait ça, l'agnac, quoi. Et donc, voilà, quoi, j'essaie de ne rien laisser passer, de vivre intensément, que ce soit mon époque, ou que ce soit les rapports humains, ou que ce soit quoi que ce soit, quoi. Quelqu'un a une autre question? Bonsoir, merci à vous. Merci. Vous semblez extrêmement affirmé dans votre démarche, sûr de vous. Est-ce que c'est une manière de masquer l'hésitation ? Écoutez, non, c'est simplement une attitude professionnelle. Et puis, je dois dire que quand j'étais petite, je me sentais très, très différente du monde adulte, de la société. J'étais très critique, j'étais très rebelle. Et je voyais dans la glace une personne d'abord tout à fait normale, qui avait un physique normal, qui plaisait. Et puis, je voyais bien comment j'étais fabriquée en tant que femme. Je n'avais pas les outils, ni intellectuels, ni au niveau de la voix ou de la présence physique, pour argumenter, pour dire ce que j'avais envie de dire, et que ce ne soit pas simplement un cri, mais que ce soit articulé, que ce soit intéressant, intelligent, que ça puisse convaincre l'autre. Et donc, je me suis dit, il faut que tu fasses quelque chose. Et donc, j'ai fait le Conservatoire de Saint-Étienne, où j'ai eu le premier prix de tragédie. Et en tout cas, je le recommande à tout le monde. Si tous ceux qui sont timides, tous ceux qui ne parlent pas très fort,
Si vous faites 5 cours de théâtre, c'est pas beaucoup, hein, enfin vous pouvez en faire plus, hein, mais si vous apprenez à être debout sur vos jambes, à vous redresser, à prendre dans votre voix, à lancer votre voix comme vous lanceriez une balle à l'autre, c'est-à-dire que vous voulez vraiment communiquer avec l'autre, que ça passe la rampe, eh bien, vous l'apprenez, c'est technique, c'est juste technique. Moi, j'avais un accent stéphanois absolument abominable. Hein. Vous voyez à quoi ça ressemble? La Geneveuve se cassa la gueule dans les feuilles, chef-d'œuvre de Jean de La Fontaine. Vous voyez, enfin, je l'ai même perdu, je n'arrive même pas à vous le faire. Mais c'était terrible, c'était abominable. Hein. Eh bien, j'ai perdu mon accent, mais très vite. Hein. Il suffit d'y faire attention pendant très peu de temps pour que tout à coup les choses changent. Mais il faut se prendre en charge. Vous êtes timide? Eh ben non, ben je ne veux pas. Il n'y a pas de raison que je ne communique pas avec les autres, que je ne me sente pas bien dans ma peau. D'abord, si vous êtes timide, c'est de la faute de vos parents. Hein. C'est qu'on ne va pas donner assez confiance en vous. C'est qu'on ne vous a pas appris, justement, à articuler, à être en société, à argumenter. Hein. Vous avez un peu trop appris à faire ça et à faire ça sur l'Internet. J'aime pas, point. Ce qui compte, c'est l'articulation. Et c'est vrai qu'on est dans une société, là je fais une grande parenthèse, mais on est dans une société qui me paraît terrible. Effectivement, on fait ça, et puis sinon, c'est le football. Et le football, c'est vraiment d'abord une construction d'un certain type de masculin absolument abominable, avec une virilité exacerbée, et puis c'est vraiment le lâcher, quoi. On se lâche, on gueule, on tape sur les copains, on fait n'importe quoi, n'importe comment, on se teint, on se peint en se croyant très original. C'est le fait de se lâcher. Pour moi, se lâcher, il n'y a rien de pire. Bon, c'est comme j'ai envie de pisser, je pisse, j'ai envie de chier, je chie. Non, on apprend à se tenir, à se contenir, à réfléchir. La seule chose qui est intéressante, vous êtes dans cette école qui est une très bonne école, donc j'imagine que vous n'êtes pas comme ça, que vous recoupez les informations, que vous analysez, et puis ensuite que vous faites la synthèse, et qu'ensuite vous parlez une fois que la synthèse est faite et que vous êtes situé. Ou alors vous entrez en action. Mais d'abord par ce chemin-là. C'est pas juste j'ai envie, j'ai pas envie, quoi. Donc ça me paraît vraiment très important. Moi, ça me paraît très nocif dans notre époque. Moi, en fait, c'est en train de changer à cause de ça. Écoutez, je ne peux pas m'empêcher de vous dire de regarder un film, si vous ne l'avez pas vu, qui s'appelle Idiocratie. C'est un film qui est sorti il y a 8 ou 9 ans. Et vraiment, vous n'avez pas de quoi, on va tous rattraper la page. Hein. Il faut enlever la climat. Hein. Ah bah alors voilà. D'accord. Il est là. Bon, ça marche? Oui, donc Idiocratie. C'est un film qui est paru il y a 8 ou 9 ans. J'en parlais tout le temps, mais ça avait l'air d'intéresser pas grand monde. Et puis là, il est devenu à la mode. Dernièrement, j'étais à Los Angeles, il passait dans un musée qui est tendance, le Hammer Museum. Bon. Et en fait, ce film, c'est pas la nouvelle vague, hein, c'est pas un grand film, hein, mais ça dit quelque chose de notre époque, une espèce de caricature de notre époque qui est extraordinaire. C'est un mec, en fait, il en a marre de son époque, alors il se fait congeler, mais en se faisant programmer pour décongeler dans très longtemps, quoi. C'est vraiment une fuite en avant, quoi. Et malheureusement, ça décongèle. Alors, il se retrouve, pas à notre époque, mais dans 100 ans, 50, 100, pas loin. Et ce qu'on voit, c'est abominable. Et à la fois sur ce qui se dit, sur ce qui se fait, sur ce qu'on pense, sur la télé, sur la bouffe, la malbouffe. Le président des États-Unis est un noir, mais il est vraiment pire que Trump. Et le mec là qui s'est fait congeler, il est vraiment con.
eh bien, tout à coup, il arrive dans un monde qui est tellement con, qui est tellement idiot, qu'il devient le maître de ce monde. Parce que tout le monde le trouve extraordinaire. Donc voilà, on est en train de tomber en idiocratie, quoi. Et vous qui êtes jeunes, vraiment, c'est le moment de créer des aspérités intelligentes, intéressantes, passionnantes, auxquelles on puisse se raccrocher. Parce que la paroi est tellement lisse, on glisse, on y va, quoi. Regardez ce film, vous allez voir. Vous allez beaucoup rire, jaune, mais vous allez beaucoup rire. Je ne sais plus si je vous ai répondu. Si, ça allait pas mal. Comment? Je suis allé ailleurs, hein. Bon, ça va. Bon. Ah oui, l'affirmer, il faut s'affirmer. Mais écoutez, on a l'éternité pour dormir, on a l'éternité pour plus parler, on a l'éternité pour plus penser. Donc là, c'est le moment, quoi. Il faut y aller, quoi. Il faut y aller, puis il faut se donner les moyens. Et surtout, je parle aussi, enfin aux hommes aussi, mais aux femmes, parce qu'on ne leur apprend pas ça. On ne leur apprend pas à se défendre, à se battre, à avancer, à être ambitieuse, à faire des choses. Non, on leur apprend à se tenir tranquille, quoi. Donc, il faut aller, les filles. Hein. Vous soyez pas trop sages, là. Qui est sage ici? Il y en a des sages? Les sages sont où? Bon, il n'y en a pas, alors ça va. Je suis rassuré. Je suis rassuré. Donc on va s'arrêter ici, je pense. Il y a une dernière, indispensable. Bon. Merci beaucoup. Eh bien, j'ai essayé de planter une graine. Essayez-vous d'en planter sans arrêt de votre côté, avec tous les gens que vous rencontrez. Voilà. Merci.